Vous vous en doutez bien, l'industrie du cinéma, ce n'est pas tourner un film avec sa bande de potes, un peu d'argent et le diffuser au cinéma du coin. Énormément de facteurs entrent en compte, que ce soit avant, pendant et après le tournage. Et on peut facilement se perdre dans tout ça, avec les métiers de réalisateur, de producteur, de scénariste, etc., ainsi que tous les métiers et structures relatifs à la diffusion. Donc pour pas se perdre, il vaut mieux être concis et y aller par étapes. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un éditeur-distributeur français qui répond au nom de René Château. Si ce nom vous dit quelque chose, mais que vous n'êtes pas vraiment sûr de qui il s'agit, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec ce visuel d'une vingtaine de secondes où l'on voit une panthère noire surgir accompagnée de la composition qui, elle, parle à tous, ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Donc, pendant que certains sont déjà remplis de nostalgie, pour les autres qui ne connaissent toujours pas c'est qui, c'est sûrement parce que vous n'avez pas eu l'occasion de vous rendre dans un vidéoclub où vous auriez très facilement pu trouver ces VHS ou ces DVD qui étaient bien souvent en vitrine. Malgré ça, on peut très bien reconnaître l'intro ou les jaquettes, mais sans forcément en connaître plus sur le type des RSA, parce que après tout on s'en fout, nous ce qu'on veut voir c'est le film, pas les pubs, les sponsors ou je ne sais quoi qui arrive avant. Mais j'ai du coup décidé de parler de René Château ici parce que son histoire à travers le cinéma en France est très riche et importante, même si elle est bien sûr inconnue. Je préviens d'avance, il n'y aura pas beaucoup de visuels ou d'audio dans cette vidéo puisque tout simplement il n'y a pas énormément de sources pour ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Et oui, quand on n'est pas réalisateur ou acteur, on n'occupe pas le devant de la scène, que ce soit dans les écrits ou les interviews. C'est donc à nous d'y rendre hommage comme on peut. Donc René Château, c'est cet homme. Et pour expliquer ce qu'il a fait, on va partir sur 3 axes majeurs de sa carrière. 3 axes qui n'ont plutôt rien à voir entre eux, mais qui sont bien réalisés par la même personne. Donc premièrement, René Château a été l'associé de Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés récemment, pendant une quinzaine d'années, dans la distribution de ses films. Il aura également été le distributeur et promoteur de plusieurs films d'horreur aujourd'hui cultes, mais qui à l'époque étaient complètement inconnus en France ou alors excessivement censurés, le plus célèbre étant l'original de 1974, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Et enfin, René Château aura été l'éditeur, le distributeur, mais surtout le promoteur ou le parrain de Bruce Lee et de ses films en France. Concernant René Château et Jean-Paul Belmondo, tout commence en 1967, lorsque René Château, qui prépare pour la Warner le lancement de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, parvient à convaincre Serge Gainsbourg de visionner le film avant sa sortie et de composer une chanson sur le couple de gangsters mythique. Gainsbourg écrit la chanson dans la nuit et l'enregistre le lendemain avec Brigitte Bardot. Suite à ce succès, il demande au patron de Warner France de le présenter au producteur du film Oh, dans lequel joue Jean-Paul Belmondo. Par la suite, les deux hommes se lient d'amitié et commencent à travailler ensemble. René Château devient successivement l'attaché de presse, le publicitaire, l'actionnaire de la société de production Celito Film de Jean-Paul Belmondo. D'ailleurs, ce dernier est l'un des rares à avoir évoqué la méthode de travail de René Château, donc je vais le citer. Un homme a pris une place grandissante dans ma vie professionnelle. René Château, mon attaché de presse. Mais est-ce que le mot convient ? René aura plutôt été, en quelque sorte, mon conseiller en communication. C'est le début d'une longue amitié entre nous. À partir de haut, je l'impose sur tous mes tournages. René est un homme secret, renfermé, mais c'est aussi un génie à sa manière. Pour moi, il conçoit l'affiche de Peur sur la ville. D'ailleurs, il passe beaucoup de temps à concevoir les affiches de ses films, dessinés par des artistes, en collectionnant par ailleurs des milliers chez lui. Et imagine le nom de Belmondo, sans prénom, en capital et en caractères gras. Comme pour elle être une marque, un logo. Une sorte de petite révolution dans le monde du cinéma en France, même si ça l'était déjà pour les grands acteurs américains de tête d'affiche comme Stallone, Schwarzenegger par exemple. Nous partageons la même méfiance vis-à-vis des critiques, qui, à mon sens, ne reflètent pas l'opinion de l'immense majorité des spectateurs. J'aime être jugé sur pièce. Aussi, René me conseille-t-il de ne plus organiser pour les journalistes cinéma de projection privée en avant-première. Il découvre mes films en même temps que le public. Le choix fait grincer quelques dents, mais je tiens à ce principe.
Ensemble, nous allons choisir soigneusement mes apparitions à la télévision et les entretiens que je donne à la presse. Donc voilà, pendant 15 ans, le tandem Belmondo-Château accumule les succès populaires, dont Flic ou Voyou, Le Professionnel, Le Guignolo, Les Morphalous, etc. Et ils comptent parmi leurs réussites les 2 records de fréquentation du cinéma français sur Paris Périphérie, L'As des As de Gérard Houry et Le Marginal de Jacques Desrailles. À côté de ça, René Château a réalisé 2 choses d'envergure, et quasiment au même moment, à tel point que j'ai dû vérifier 45 fois les dates des événements pour pas tout mélanger, mais c'est dire à quel point à cette période-là, René Château était sur tous les fronts. Donc nous sommes en 1974 avec la sortie aux États-Unis du film The Texas Chainsaw Massacre, évidemment plus connu en France sous le nom de Massacre à la tronçonneuse. C'est un film réalisé par Tobe Hooper, un réalisateur connu uniquement pour ce film, mais aussi pour The Poltergeist, qu'il a réalisé en collaboration avec Spielberg. Pour ce film, il faut vraiment séparer l'œuvre de ce qu'on y entend dans la pop culture. Dans cette dernière, le film est vu comme une boucherie dégueulasse, où il y a carrément des mares de sang qui sortent des pores de votre télé tellement c'est gore, alors que c'est complètement faux. Déjà parce qu'on a tendance à le confondre avec le remake d'un autre réalisateur sorti en 2003, qui était pas forcément plus ou moins gore, mais qui était juste beaucoup moins bien. Mais surtout parce que l'original est un vrai film d'auteur en fait. C'est un film qui est reconnu comme un maître des films du genre. Il a reçu plusieurs prix aux États-Unis, c'est poisseux, c'est crade mais surtout créatif. Il y a de la tension, il y a une ambiance super bien travaillée, et d'ailleurs c'est loin d'être gore comme on peut l'imaginer. La violence est majoritairement montrée hors champ, au profit d'une atmosphère sale et dérangeante. Et ça, René Château, il l'avait bien vu. Il est pas dupe, alors il a décidé d'acheter le film pour le distribuer en France, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous laisse d'ailleurs sur un extrait d'une interview que j'ai trouvé qui date de 2014, où il revient sur ce passage. Donc, bonjour René Château, vous êtes celui qui l'a en quelque sorte introduit en France. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai découvert le film, c'est assez paradoxal, grâce à Michel Drucker. Oui, c'est ce que vous dites dans l'interview justement de Mad Movies. Oui, dans Mad Movies, j'en parle. Je veux dire, c'est que j'étais un dimanche après-midi chez moi, tranquille, et puis en train de travailler quand même. Et puis Drucker est à Avoriaz et donne les résultats du festival d'Avoriaz 10 ans en parlant. Il parle pour la première fois à la télévision de Massacre à la tronçonneuse. Et pour illustrer son propos, et parce qu'il avait reçu le prix de la critique, il passe 3 ou 4 extraits qui sont les scènes les plus hard, les plus fortes du film. D'accord. Et c'est ces mêmes scènes-là que moi, on m'a interdit pendant 5 ans, que c'était interdit de les sortir. Ouais, c'est ce qui est paradoxal. Tout le monde l'avait vu à la télévision, pour tout public, je répète, un dimanche après-midi à 14-15 heures. Et moi, au cinéma, c'était interdit par les censeurs, dont je pense toujours le plus grand mal, puisque comment peut-on être du côté de la censure? Oui. Et ça, c'est une autre émission et un autre problème, quoi. Voilà ce que vous êtes. Donc voilà, pendant 5 ans, René Château a été censuré par 5 ministres de la culture successifs, mais ça veut dire au fond qu'il n'aura pas lâché l'affaire, et surtout, il ne se sera jamais plié aux règles des censeurs qui voulaient qu'il coupe des scènes, ce qui aurait complètement dénaturé l'œuvre. Mais bon, au fond, on a plutôt l'impression que c'était surtout pour lui casser les pieds, parce qu'au final, comme il a dit, ça les avait pas dérangés de montrer ces scènes à la télé sans prévenir. Tout comme on pouvait tomber sur des films érotiques sur des chaînes grand public à l'époque. D'ailleurs, je place l'anecdote maintenant, dans les années 80, René Château était aussi le compagnon de Brigitte Lahaie, ancienne actrice de film X, reconvertie en animatrice radio. Enfin bref, tout ça pour dire que René Château et la censure, c'est pas du tout son truc. D'ailleurs, suite à cette affaire de Massacre à la tronçonneuse, René Château ne va pas s'arrêter là, et pour rester dans le thème, il va créer une collection de films en VHS qu'il va appeler les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Et parmi eux, on retrouve des films aujourd'hui cultes, comme Zombie de George Romero, ou alors Maniac de William Lustig. Bon, maintenant on va attaquer la dernière partie, l'apogée de René Château entre autres. En 1973, René Château fonde, dirige et programme pendant 10 ans les 3 salles du cinéma le Hollywood Boulevard à Paris. Mais 1973, c'est aussi l'année de la mort de Bruce Lee, à seulement 33 ans. Et ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. René Château adorait Bruce Lee.
même si tout s'est passé très vite entre sa mort et la sortie de ses films. Plus tôt dans l'année, il y avait juste Opération Dragon qui était sorti, dont les droits étaient détenus par la Warner. Le film avait fait des bons chiffres, les gens étaient plutôt curieux, et grâce à René Château, Bruce Lee va passer du rang de bagarreur chinois à celui de superstar. René Château va voir les choses en grand et veut créer l'événement pour La Fureur du Dragon, qu'il considère comme son plus grand film. Et en plus, à l'affiche, on a Chuck Norris. On a donc, je résume, le petit dragon chinois qui sort de nulle part mais qui attise la curiosité des gens. Et en plus, Chuck Norris, lui, mondialement connu sur la même affiche. Alors là, il y a de quoi faire. Et ils vont justement faire une fresque gigantesque sur le cinéma pour la promo du film. Et bingo, c'est un putain de carton. Il y a eu 35 000 entrées en moins d'une semaine, alors que le film était dispo que dans les 3 salles du cinéma de René Château, puisque c'est que des mois après que le film sortira en province et dans d'autres cinémas à Paris. Par la suite, évidemment, La Fureur de Vaincre, Big Boss et plus tard Le Jeu de la Mort sortiront et seront aussi de grands succès, au ciné, et surtout lorsqu'ils sortiront en VHS, toujours distribués par René Château bien sûr. Donc alors c'est quoi? C'est un coup de bol de René Château ou pas? Moi perso, je ne pense pas. Parce que c'est facile maintenant de dire « je savais que Bruce Lee serait une légende ». Ça paraissait presque écrit, tout tracé. Mais ça l'était pas à l'époque. Le pari était risqué. Parce que quand on parlait de films de kung-fu, c'était souvent des petits films hongkongais qu'on trouvait au vidéoclub. Alors c'était marrant à regarder avec des potes et quelques bières, mais à aucun moment on pouvait se dire que ça ferait un succès mondial. Mais ça, c'est parce que Bruce Lee, c'était pas juste un bon bagarreur. C'était bien plus que ça. Je vous laisse une nouvelle fois avec une interview de René Château qui date de seulement 2 ans après le succès phénoménal. À la gloire. La vie et la légende du Petit Dragon, produit par 2 anciens élèves de l'école de kung-fu de Bruce Lee, Barbara Streisand et Steve McQueen, sortira en 1976 dans les 3 salles du Hollywood Boulevard. Le Hollywood Boulevard, surnommé par Roger Goimbaud la maison du karaté, est devenu depuis 2 ans la maison de Bruce Lee. Nous avons demandé à son directeur, René Château, auteur du premier livre français sur Bruce Lee, ce qu'il pensait du Petit Dragon. Non, on ne peut pas le comparer à d'autres acteurs américains. C'est pour ça que Bruce Lee est une star, parce que c'est complètement unique ce qu'il fait. Et d'ailleurs, quand on étudie le vrai personnage de Bruce Lee, on est frappé d'une chose, c'est que si personne ne croyait que ce petit Chinois allait devenir une star, lui, il l'a toujours su, il l'a toujours cru. Et quand ça allait mal dans sa vie et que sa femme lui disait « Bon, écoute, c'est les circonstances qui sont pas très bonnes en ce moment », il répondait « Moi, les circonstances, je m'en fous, je vais les faire moi-même, les circonstances ». Bruce Lee est pour la jeunesse d'aujourd'hui ce que représentait Douglas Fairbanks qui est le film pour nos parents. Tarzan aussi a été un mythe. C'était un héros comme Bruce Lee qui n'utilisait que sa propre force pour affronter ses adversaires. Mais c'était un blanc, et un blanc supérieur à tous les hommes de couleur. Bruce Lee, lui, est un homme jaune qui affronte la loi des blancs. Ce qui permet d'apprécier et de voir l'importance de Bruce Lee à l'écran, c'est surtout la sortie des autres films chinois. Il est sorti environ à Paris 100 films chinois. Plus les films chinois sortaient, on s'apercevait que Bruce Lee était grand, était le meilleur et aussi le plus beau. En vrai, on pourra en parler encore pendant un long moment de Bruce Lee, de toutes ses facettes, que ce soit pour les films, pour ses performances athlétiques, pour sa philosophie, pour l'être humain en fait. Mais pour ça, vous inquiétez pas, il existe plein de documentaires de qualité retraçant l'histoire de sa courte vie, mais également de l'influence qu'il a eue post-mortem. Alors regardez-les, parce que même si les débats subsistent quant aux circonstances de son décès, sa femme, Linda Lee, disait que ce qui est important, ce n'est pas comment il est mort, mais comment il a vécu. Quant à René Château, fidèle à lui-même, il continuera des années à exercer ses activités dans le cinéma, et pas que d'ailleurs. Il va distribuer, réaliser des affiches, écrire des livres, par amour des sujets qui l'inspirent et dont il est inspirant. Par contre, ça n'empêchera pas quelques opportunistes de faire du pognon sur son dos et de mal le faire, comme par exemple Metropolitan en 2002 qui a racheté les films au moment de l'essor des DVD. Donc certes, on avait une meilleure qualité d'image et de son, par contre au niveau des doublages c'est très discutable, ils ont donné des putains d'accents français à des Chinois qui parlent français, ça fait super bizarre alors que c'était très bien fait dans les versions de René Château. La bande son, pareil, ils sont allés jusqu'à modifier, ajouter, supprimer des musiques qui pourtant étaient sur les versions originales chinoises. Et pour les scènes coupées rajoutées, j'en parle même pas. Littéralement tous les films de Bruce Lee ont eu droit à leur modification, sans que ça ait vraiment de sens.
Je pense aux scènes initialement supprimées, puis rajoutées par Metropolitan dans La Fureur du Dragon. Et encore, c'est pire en Grande-Bretagne, où toutes les scènes où Bruce Lee fait du nunchaku, elles ont longtemps été censurées car là-bas c'était jugé dangereux et interdit. Enfin bref. Mais bon, vous inquiétez pas, on va quand même terminer sur une note positive. Certes, la nostalgie joue beaucoup. Le moment et le temps donné à une œuvre fera varier votre rapport à celle-ci. C'est normal, c'est humain. Et puis parfois il y a des trucs injustes qui arrivent. Des travaux volés ou inachevés qui passent à la trappe et tombent dans l'oubli. C'est ça aussi les arts inconnus après tout. Tout est plus beau dans le souvenir de l'instant T, et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à le penser. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'il faut voir en quelque sorte Massacre à la tronçonneuse sur une cassette petit peu abîmée. Et ne parlons pas des Bruce Lee. Un jour, on fera une émission sur Bruce Lee. C'est encore pire sur Bruce Lee. Hein. Avec grand plaisir. Sur Bruce Lee, ils ont massacré le film avec le doublage. Donc voilà, j'avais dit en début de vidéo que sur ces sujets, il faut essayer de rester simple et concis pour ne pas se perdre. Au final, je ne sais pas si j'ai gagné mon pari, mais retenez que René Château est un passionné de cinéma et a la tâche de faire avancer les choses, et surtout celles auxquelles il croit, et que malgré son travail dans l'ombre, il aura côtoyé des légendes plus que quiconque, et ça ce n'est pas un hasard. C'était Les Arts Inconnus et je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas. Be water, my friend.